Bonjour à tous, bienvenue sur l'invité. Ce jour, je reçois pour vous, chers amis internautes, Badirou Aguemon. Il est député à l'Assemblée nationale, député de la 15e circonscription électorale. Il est membre du bureau politique du parti politique Union progressiste. Il est membre de la Haute Cour de justice. Il est chef de département de santé publique de la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Badirou Aguemon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. C'est moi. Vous êtes un élu du peuple, vous êtes membre de la Haute Cour de justice, comme je l'annonçais tantôt. Avec vous, il sera question, puisque vous êtes également chef de département de la santé publique à la faculté des sciences de la santé de Cotonou, il sera question d'apprécier les récentes mesures prises par le gouvernement contre le Covid-19 et également, vous serez en tant qu'acteur politique, d'apprécier le déroulement des différents événements au sujet lié à la déclaration de candidature des différents partis politiques à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Alors dites-nous d'entrée de jeu, le Covid-19 existe au Bénin, il y a quelques cas au Bénin. Le gouvernement a pris des mesures pour empêcher la propagation de ce virus à compter de demain lundi. Les mesures seront plus corsées. Dites-nous en tant qu'acteur politique et également en tant qu'acteur de la santé, comment recevez-vous ces différentes mesures? Oui, d'abord je vous remercie, M. Kader. Nous n'en dirons pas assez. Vous pensez que vous savez... le coronavirus, communément appelé donc le Covid-19, qui est vraiment un drame. C'est un drame qui secoue le monde aujourd'hui, surtout pour nous qui sommes les scientifiques. On ne s'attendait pas à une telle pandémie, mais malheureusement, la pandémie est là. La pandémie est là. Je voudrais d'abord saluer la sagesse du peuple béninois et aussi l'esprit d'anticipation de notre gouvernement par rapport à cette crise, parce que c'est une crise sanitaire auquel nous ne nous attendons pas du tout. Et il était important quand même que tout gouvernant qui veut sauver quand même son peuple doit prendre donc des mesures. Et c'est en cela que je salue beaucoup. Je salue surtout les grandes mesures prises par le gouvernement béninois. D'abord des mesures qui ont été prises de façon anticipée, puisqu'on était à peine en ce moment à un seul cas. Un cas confirmé, un cas qui était confirmé quand le gouvernement commençait pas à prendre des mesures, avant qu'on ne retrouve donc les deux autres cas confirmés. Et je pense que ces mesures prises par le gouvernement étaient de bonnes mesures qu'il faut saluer, et surtout saluer le comportement donc des Béninois par rapport à cela. C'est vrai, nous avons vu dans les autres pays du monde les ravages de ce virus, et ça fait que d'abord le peuple était conscient, et le peuple a accepté. Je pense que naturellement, le peuple a accepté donc, les mesures prises par ce gouvernement. Le peuple a accepté les mesures prises par ce gouvernement. Au nom de ces mesures, à compter de demain, lundi 30 mars, les écoles, à savoir le primaire, le secondaire et l'université, vont en congé anticipé de Pâques. Les transports en commun seront suspendus. Nous avons vu même au niveau du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi que les résidents universitaires, on a demandé qu'on les libère et autres. Est-ce que tout cela participe véritablement à la lutte efficiente contre le Covid-19? La seule manière d'éradiquer pour le moment, donc, ce virus, c'est d'arrêter la chaîne de transmission. Il faut arrêter la chaîne de transmission. Et pour arrêter la chaîne de transmission, c'est normal que nous puissions déjà éviter les contacts rapprochés, puisque nous savons déjà le mode de transmission donc, de ce virus, qui est quand même une transmission interhumaine, une transmission manoportée. Donc il était important d'abord de tout faire pour arrêter la propagation du virus. Et pour arrêter la propagation du virus, la seule manière, c'est d'abord demander aux gens de rester chez eux. Les gens doivent rester chez eux. C'est-à-dire que le confinement dont nous parlons, c'est vrai que le contexte africain est un peu différent du contexte européen parce que nous n'avons pas les mêmes modes de vie familiale. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il est important que chacun de nous, chaque Béninois, où qu'il se trouve, prenne conscience que ce virus est un virus dangereux et que si il advenait que ça devrait vraiment sévir sur le continent africain et en particulier dans notre pays, ça va faire beaucoup de ravages. Donc, les mesures prises par le gouvernement, d'abord, c'est d'éviter qu'il y ait tous les lieux de rassemblement, qu'on essaie donc de fermer tous ces lieux de rassemblement. Les lieux de culture, donc les lieux de culture, les lieux de spectacle, les restaurants, en principe, il faut arrêter toutes ces activités-là. Ça permet automatiquement donc d'éviter la propagation donc, du virus dans l'entourage peut-être de ceux qui vont peut-être, parce que nous avons des porteurs asymptomatiques de ce virus. Mais quand on arrête tout cela, est-ce que ça ne porte pas un véritable coup
à l'économie béninoise? Et est-ce que ça n'entrave pas au vivre ensemble? Quand on sait qu'il y a des Béninois qui, pour la plupart, vivent au jour le jour, ou d'autres même ne peuvent pas faire son 12 heures à la maison sans quand même aller travailler, puisque ce qu'ils gagnent aujourd'hui, c'est pour manger aujourd'hui, et demain, ils doivent encore aller à la quête de leur gagne-pain. Mais il faut choisir. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. Entre aller travailler et perdre sa vie, qu'est-ce qu'il faut choisir? Si on veut dire que la seule manière aujourd'hui pour arrêter la propagation du virus, c'est d'éviter donc les contacts, les proximités, les contacts très rapprochés entre individus. Donc à partir de là, tout le monde va suivre. Tout le monde doit suivre. Mais est-ce qu'à un niveau donné, le gouvernement, conscient des enjeux, en dehors du fait que la quarantaine au niveau des Béninois qui reviennent de voyage doit être prise en compte par le gouvernement, est-ce que l'État ne doit pas contribuer à certaines prises en charge telles que l'eau, l'électricité et autres, quand on sait que la période sera tumultueuse pour le citoyen lambda? Puisque dans d'autres pays, quand même, l'État a quand même pensé un peu, quand même, à revoir un peu les conditions de vie. C'est clair que après la crise sanitaire, il y aura une crise économique qui va suivre. Et une crise économique qui va être peut-être très difficile à supporter pour les Africains que nous sommes. Mais pour le moment, l'urgence, c'est d'abord tout faire pour éliminer cette crise sanitaire-là. Et pour éliminer la crise sanitaire, la seule manière de le faire aujourd'hui, comme nous avons dit, et comme les autres nations le font également, c'est de tout faire pour prendre par tous les moyens pour éviter que les gens transportent le virus d'un village à un autre ou d'une ville à une autre. Et c'est pour ça que le gouvernement aujourd'hui a choisi la mesure donc, de mettre certaines villes, de créer ce que nous appelons donc un cordon sanitaire, donc une sécurité sanitaire au niveau de certaines villes, pour que le virus, si tant est que nous avons vu dans certaines villes du Bénin aujourd'hui, que ces virus restent à l'intérieur de ces villes et qu'on arrive bien à essayer donc de contenir donc, ce virus dans ces villes-là. Il ne faudrait pas que nous propagions le virus un peu partout dans le Bénin. Alors, donc, cette mesure prise par le gouvernement est d'abord salutaire. Et je pense que tous les Béninois aujourd'hui, où qu'ils se trouvent, doivent respecter en intégralité toutes les mesures. Que ce soit le lavage des mains, comme on le dit, à tous les lieux, il faut tout faire en sorte pour que nous ayons donc, les dispositifs de lavage des mains, parce que c'est important. C'est important. On nous dit que la transmission est monoportée, par exemple. Le virus se retrouve sur les surfaces, un peu partout. Donc on ne sait pas qui est porteur, qui n'est pas porteur. Mais toujours dit que dès que quelqu'un est porteur de ce virus, il peut transmettre ce virus à tout le monde, à son entourage immédiat. Donc chacun de nous doit conscientiser depuis le cercle familial jusqu'au niveau donc, de la population, et tous les acteurs de la société civile doivent vraiment s'intéresser à la lutte contre ce coronavirus qui est devenu aujourd'hui un drame inégalable dans le monde. Et un grand ennemi invisible. Alors, parlons des mesures prises par le gouvernement. Il y a également la quarantaine. La quarantaine qui oblige à tout voyageur venant de l'étranger à être logé dans une chambre d'hôtel pendant 14 jours afin qu'on puisse le suivre de très près et voir s'il ne développe pas des symptômes liés à ceux que le virus amène à avoir. Dites-nous, est-ce que cette quarantaine-là ne peut pas avoir des impacts corrosifs peut-être sur la santé humaine? Cette quarantaine n'a même rien à voir par rapport à la mise en quarantaine ou bien même le confinement décrété par certaines nations. Vous avez vu qu'il y a des pays qui ont décrété même des confinements de 2 à 3 semaines. Ça veut dire que les gens sont confinés dans leur domicile et ne doivent pas sortir. Ils doivent rester à la maison. Aujourd'hui, ce que le gouvernement a fait, on peut déjà même saluer cette disposition prise par le gouvernement parce que le gouvernement a autorisé que des avions viennent dans notre pays, que nos compatriotes qui sont à l'extérieur, qui décident de rentrer dans leur pays, puissent venir, et que le commerce puisse continuer, les échanges commerciaux puissent continuer à travers donc, les vols qui doivent arriver au Bénin. Mais on essaie donc de mettre tous ceux qui doivent venir, on les met en quarantaine pour 14 jours. Je pense que la plupart de ceux qui viennent aujourd'hui ont pris ça très positivement parce qu'ils viennent des nations où la crise sévit déjà, où le virus fait des ravages déjà. Et en arrivant au Bénin, ils se disent, bon, c'est comme s'ils sont sauvés en quelque sorte. Je pense que la mise en quarantaine, pour moi, je pense que c'est la meilleure mesure, c'est de faire en sorte que nous n'ayons plus des cas importés dans notre pays, puisque tous les cas que nous avons eus jusqu'aujourd'hui, c'est des cas importés. Nous n'avons pas encore eu des cas autochtones où c'est des Béninois qui ont contracté le virus et qui l'ont transmis à d'autres Béninois. Vous voyez, donc là, cette mesure de mise en quarantaine automatique donc, de tous les passagers qui rentrent dans notre territoire est déjà une manière d'éviter donc, la propagation de ce virus. Et nous devons continuer cette veille
cette surveillance jusqu'à un moment où nous sommes sûrs que le virus ne nous fera plus, ne fera plus de mal. Ma question, pour quelqu'un qui est habitué, par exemple, à ne pas passer 24 heures dans une chambre, vous imaginez quand vous êtes dans le week-end et que vous faites samedi, dimanche à la maison, déjà, parfois, à des moments donnés, lundi déjà matin, si vous êtes encore à la maison, vous vous ennuyez. Quelqu'un va passer comme ça 14 jours dans une chambre d'hôtel, ne suit peut-être que la télé, tout seul dans la chambre. Est-ce que ça ne peut pas impacter, surtout quand ils ont un certain âge? Si la crise devait durer peut-être dans le temps, on peut penser que ça peut avoir donc des conséquences psychologiques sur les individus. Mais pour le moment, si on vous dit de rester à la maison pendant 14 jours, et surtout parfois de rester dans un hôtel où vous êtes bien pris en charge, sachant bien sûr l'importance de cette mesure, je pense que les gens doivent prendre ça positivement. Et le fait de le prendre positivement, le volet psychologique, d'atteinte psychologique donc de ce confinement ou bien de cette mise en quarantaine ne se pose plus. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu, disons, des individus qui se plaignent véritablement le fait qu'ils soient confinés sur place, même s'ils avaient cette habitude. Ils avaient l'habitude donc de ne pas rester à la maison. On vous dit, les conditions font que vous êtes obligé de rester à la maison. Eh bien, vous prenez ça positivement. On prend cela. Et vous vous adaptez, en fait. Si vous avez l'habitude de travailler dehors, vous organisez à l'intérieur de là où vous êtes. Si vous avez aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est informatisé, nous avons l'Internet un peu partout, vous pouvez rester à la maison et travailler sans pour autant perdre vos avantages en quelque sorte. Sans perdre vos avantages. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui dans tous les niveaux. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Alors dites-nous, Badira Guémon, vous êtes acteur politique et représentant du peuple au sein du Parlement béninois. Le gouvernement a décidé de mettre en isolement 8 grandes villes du pays. Il y a quand même des mesures qui sont prises comme la suspension des transports en commun. Comment pouvez-vous expliquer à vos mandants le fait que cet isolement des 8 grandes villes, est-ce à dire que les citoyens ne pourront plus aller au travail? Est-ce à dire que les citoyens ne pourront plus vaquer à leurs différentes occupations? Ou bien ils seront réduits au fait qu'ils peuvent rester que dans leur ville d'habitation? Non, il faut expliquer aux gens ce que c'est les décisions prises par le gouvernement. Le gouvernement a demandé que ces différentes villes soient en quelque sorte un peu isolées des autres villes où nous ne sommes pas sûrs que le virus, il n'y a pas encore la présence de ce virus. Alors, quand on demande, par exemple, on suspend le transport en commun de Porto Novo à Cotonou, c'est de demander aux transporteurs, tous ceux qui font le transport en commun, d'arrêter les voyages. Parce que vous savez, quand on doit mettre tout un monde, plus de 10 personnes dans un camion ou bien dans un véhicule, vous voyez, c'est comme si nous sommes en train d'augmenter les risques. Donc de contamination. Donc de contamination d'abord des individus. Donc suspendre les transports en commun, c'est déjà bien. On demande, vous pouvez quitter Cotonou à Porto Novo, mais si vous êtes à 2 seulement dans le véhicule. Si vous êtes 2, on peut encore autoriser que vous allez à Cotonou, de Porto Novo à Cotonou, et que vous justifiez pourquoi vous êtes en train de venir justement. Donc le gouvernement prend en compte tous ces aspects en demandant que les transports en commun, Cotonou, Parakou, Cotonou, Boycon, etc., qu'on arrive d'abord à s'asseoir à tout cela pour que nous ne transportions pas le virus d'une ville à une autre. Je pense que c'est les grandes mesures aujourd'hui. Vous avez vu, dans les grandes nations, ou les nations dans lesquelles ce virus est en train de faire des millions donc, de décès, je crois que ce qui se fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a même suspendu tous les transports. Tous les transports, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de transport à l'intérieur des villes, il n'y a même pas d'avion, les frontières sont totalement fermées. C'est vrai qu'ici en Afrique, nous avons un mode de vie qui est un peu particulier, qui est totalement différent de la manière dont les autres vivent dans ces pays, que ce soit en Italie, en France ou bien en Belgique. On n'a pas le même mode de vie. Parce que nous vivons souvent dans des familles, dans des maisons où il y a un grand nombre donc, de personnes dans un cercle familial. Il est difficile de dire, bon, est-ce qu'on peut empêcher ceux-là d'aller, de ne pas aller dehors, de rester vraiment à 100% confinés dans leur propre maison, surtout que nous savons que les domiciles en Afrique, c'est des domiciles qui parfois n'ont pas de portail et qu'on peut passer d'un domicile à un autre domicile. Donc, ce qui est important qu'on demande, c'est que les gens prennent conscience. Et que les transports en commun, là, pour le moment, là, qu'on suspend les transports en commun, donc du 30 au 13 avril, tel qu'on l'a dit, de manière à ce que nous puissions apprécier l'évolution de ce virus dans notre pays et pourquoi pas observer ce qui se passe autour de nous. Alors, vous êtes chef de département de santé publique au niveau de la FSS. Avant d'aborder la deuxième manche de cette émission, qui est le volet politique, dites-nous, il y a une polémique qui subsiste autour du masque, du port du masque. Dites-nous, est-ce que le port de masque, il est véritablement préventif? Oui, là, il faut expliquer à la population. Parce qu'en fait,
le port de masque tel que les gens le font aujourd'hui, ce n'est pas la bonne manière de le faire. Parce que c'est quoi? Vous mettez les masques. Quel est le rôle de ces masques? Les masques, en fait, c'est pour filtrer donc les bactéries et ou bien pour empêcher donc les virus, donc se protéger contre les virus. Alors, si déjà vous ne respectez pas le dispositif donc, de lavage des mains, parce que quand vous devez laver les mains après avoir mangé ou bien éviter donc de saluer les gens, éviter de faire des bisous, de faire des accolades, si vous évitez, vous ne faites pas vous ne lavez pas correctement vos mains et que vous prenez vos masques et que vous portez les masques en mettant encore la main sur les masques, etc., c'est que vous transportez aussi le virus. Vous voyez, le virus se pose sur les surfaces et ça vit également sur les surfaces. Donc, le port de masque, nous avons dit que le port de masque doit se faire uniquement dans les lieux où on sait que vous devez avoir contact avec des individus dont vous ne connaissez pas leur statut, leur profil et sérologie par rapport à ce virus. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça. Oh, ok, d'accord. Alors, dernière question, vous allez regarder droit dans la caméra et prodiguer quelques conseils aux populations béninoises face à cette pandémie qui fait quand même des ravages dans le monde. Quelques conseils d'hygiène et également de comportement dans la société pour empêcher cette propagation de ce Covid-19. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire au peuple béninois, à mes compatriotes, que le Covid-19 est une maladie très grave qui a vraiment une durée d'incubation très réduite et qui tue très rapidement et que les gens doivent prendre conscience et que pour prendre conscience et éviter la contamination, la première des choses, comme nous avons dit, c'est que les gens essaient donc de respecter les mesures prises par notre gouvernement, les 11 mesures prises par le gouvernement et en particulier respecter le dispositif donc de lavage des mains. Vous devez laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou bien peut-être avec des solutions hydroalcooliques comme on le dit. L'essentiel est que vous ayez ce réflexe de laver systématiquement vos mains. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est de tout faire pour éviter la proximité avec les proches. Même si vous aimez vos proches et que vous toussez, vous avez commencé par tousser et que vous avez commencé par avoir la fièvre, commencé par avoir donc des douleurs, disons des troubles respiratoires, ne cherchez même plus à aller à l'hôpital, appelez le numéro que le gouvernement a indiqué pour que les gens viennent vous prendre rapidement en charge. Et ce qui est important aujourd'hui, il faut que la société civile, que tout le monde, les leaders religieux puissent comprendre qu'aujourd'hui, nous vivons une situation, un drame sanitaire de par le monde et que pour le moment, respectons tout ce qui a été décrit par le gouvernement comme mesure qui pourra nous permettre d'éviter la propagation de ce virus. Le culte, on le fera après. Les gens peuvent prier dans leur domicile. Les gens peuvent arrêter un temps soit peu d'aller faire les fêtes, on a dit les cérémonies. C'est vrai, nous aimons bien enterrer nos parents, mais aujourd'hui nous sommes dans une situation exceptionnelle de crise et il faut que toutes les familles puissent comprendre ça, soit de différer leurs enterrements ou essayer donc de faire le strict minimum. Tout ce qu'il faut faire pour éviter la distanciation, pour respecter la distanciation entre le peuple, c'est ça qu'il faut respecter. C'est ce que je peux dire au peuple. Et je salue effectivement notre peuple qui a pris conscience, même au fin fond de nos villages, les gens ont pris conscience de ce virus et c'est ça qui est salutaire pour notre peuple. Qui est salutaire. Alors, une question pour faire la transition vers la politique. Il y a des acteurs politiques qui estiment que le gouvernement en place n'a pas pris les mesures à la hauteur de la dangerosité de cette pandémie. Qu'avez-vous à répondre à cela? Ils estiment que le gouvernement devait aller devait être plus ferme dans la prise de ces mesures et être plus radical. Non, ouais, ça c'est des polémiques. Vous savez, moi je suis un épidémiologiste. Nous observons un phénomène de santé et on analyse le phénomène de santé au cas par cas. En fonction de l'évolution du phénomène, on prend donc des mesures. Nous ne pouvons pas copier automatiquement ce qui se fait dans les autres nations, d'accord? Mais le gouvernement a pris des mesures par étapes. Et vous comprenez aujourd'hui que toutes les mesures prises par le gouvernement ont fait qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu non seulement de décès au Bénin, mais non plus nous n'avons pas encore eu de nouveaux cas jusqu'à ce jour. Ça veut dire que le gouvernement a pris de bonnes mesures, contrairement à ce que les gens pensent. Le gouvernement a pris de bonnes mesures. Je ne vais pas vous laisser, je ne vais pas fermer la page de ce sujet sans quand même aborder cette question liée à l'usage, l'utilisation de la chloroquine pour quand même traiter ce mal. Oui, c'est une alternative qui est en train d'être prospectée en quelque sorte au niveau des pays où nous avons vraiment des cas confirmés, où on avait des sujets qui sont véritablement malades. Pour le moment, les chercheurs ont dit que la chloroquine peut guérir le coronavirus. Bon, il faut le prendre avec pincette.
il faut le prendre avec pincette parce qu'il faut vraiment des études pour prouver effectivement sur tel nombre de cas, voilà le nombre de cas qui a été guéri uniquement sur la base de la chloroquine. Ça n'a pas encore été prouvé, mais on sait qu'avec la chloroquine, d'après ce que les scientifiques ont dit, avec la chloroquine, on peut guérir le coronavirus. Bon. Alors parlant d'expérimentation, dernière question sur le sujet, puisque nous sommes un peu pris par le temps. Oui. Il y a Valentin Agon qui fait des prouesses au niveau du Burkina Faso. Est-ce que vous pensez que le gouvernement béninois doit se rapprocher de ce compatriote pour expérimenter également son antidote? Non, c'est un groupe d'experts aujourd'hui qui est en train d'expérimenter un certain nombre de produits pharmaceutiques qui peuvent contrer la virulence donc, de Est-ce que vous pensez que ce groupe d'experts doivent faire recours à ce confrère, à ce compatriote, j'allais dire, au confrère? Valentin Agon est une référence pour notre pays en termes donc, de recherche scientifique, avec tout ce qu'il a mis en œuvre aujourd'hui comme produit pharmaceutique sur le marché. Son produit est en train d'être expérimenté au Burkina Faso. Essayons de voir un peu, puisque le Burkina a plus de cas que nous, essayons de voir jusqu'où ils sont, on va sûr, et on va voir si effectivement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ça permet effectivement d'endiguer cette crise sanitaire que nous avons aujourd'hui. Mais ce qui est important et que les gens doivent retenir, c'est qu'il faut qu'on trouve très vite le vaccin. Il faut qu'on trouve très vite le vaccin. Seul le vaccin pourra quand même sauver le monde face à ce virus-là. Alors, nous allons passer à la politique. Vous êtes également acteur politique, leader de l'Union progressiste dans la 15e circonscription électorale de Cotonou, du Bénin, j'allais dire, circonscription électorale qui est inclue dans Cotonou. Dites-nous, quelle lecture faites-vous des dépôts de dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat depuis quelques jours, depuis que la Sénat a ouvert ses portes pour enregistrer les déclarations de candidature? Vous savez que les prochaines élections municipales, ce sont des élections qui, pour toutes les formations politiques actuelles, constitue en quelque sorte une expérience, vu la taille dont des candidats à proposer par chaque formation politique, puisque aujourd'hui il faut respecter une configuration totalement nationale, donc il faut avoir une liste nationale, et ce n'est pas évident. C'est pas évident pour toutes les formations politiques. Je peux dire qu'il est important déjà de remercier ces formations politiques. On est parti de 13 formations politiques, il n'y a que 8 qui ont pu franchir le pas. Et qui continue de franchir le pas, en fait, parce qu'il faut attendre donc les 72 heures là, pour avoir l'adhésion de la Sénat, pour voir est-ce que tous les 8 partis ont pu effectivement respecter toutes les dispositions prévues par la loi pour être éligibles pour aller à ces élections. Alors parlons du processus. Il y a un constat qui est fait et qui paraît récurrent et qui puise sa légitimité depuis des temps où à quelques minutes ou à quelques heures de la date butoir fixée par la Commission électorale nationale autonome Sénat, il y a certaines formations politiques qui prennent en otage le siège ou l'enceinte de cette institution en charge de l'organisation des élections au Bénin et qui, à l'extérieur, s'installent avec imprimante, photocopier et autres, et qui commencent maintenant par concevoir leur liste. On a vu la dernière fois des partis politiques qui, même à l'insecte de la Sénat, 112 heures après, étaient encore en train de constituer le dossier de déclaration de candidature. Quel regard, quel commentaire pouvez-vous porter face à ce fait? Est-ce qu'en tant que député à l'Assemblée nationale, pensez-vous qu'il est important de pouvoir penser à une législation pour recadrer ces dépôts-là? Non, mais c'est ce que je disais tantôt. C'est-à-dire que nous voulons aujourd'hui avoir des élections donc inclusives, permettre au grand nombre donc, de partis politiques d'aller à ces élections. C'est ce qui a justifié ce comportement donc, des partis, de la Sénat d'abord, qui n'est pas en principe, c'est pas tolérable, parce qu'en principe, quand on dit dépôt de candidature à 0h, à minuit, les gens doivent venir et déposer la lettre et repartir. Vous voyez? Mais comme on sait que nous sommes en expérimentation, pour toutes les formations politiques, on est en expérimentation parce que c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'on organise des élections municipales qui sont des élections nationales en fait. Parce que généralement les partis politiques se retrouvent au niveau des arrondissements pour dégager donc la liste des candidats. Puis certains se concentrent peut-être dans un département, d'autres dans 2 ou 3 départements. Aujourd'hui, on a demandé que les gens se retrouvent dans les 12 départements. D'accord? Dans les 500 et quelques 46 arrondissements donc, du Bénin pour pouvoir donc les candidatures. C'est fastidieux pour tous les candidats, pour tous les partis politiques. Et c'est normal que la Sénat a fermé cette fois-ci les yeux un peu sur le comportement des partis politiques de manière à permettre qu'on ait quand même un grand nombre de partis politiques qui puissent aller aux élections. Je pense que ça ne va pas se répéter à mon avis, puisque les gens doivent prendre désormais donc des dispositions. Il faut voir d'abord aussi le délai déjà entre le vote de la loi et le dépôt des candidatures. Vous voyez, les partis n'étaient pas aussi vraiment bien outillés
pour jouer pleinement donc, le rôle qui est leur pour déposer donc, effectivement donc, la liste de tous les candidats. Donc cette fois-ci, c'est peut-être tolérable, mais je pense que dans les années à venir, ça ne sera plus comme ça. Dans les années à venir, ce ne sera plus comme ça. Vous êtes dans la 15e circonscription électorale, pour ce qu'on sait. Au nombre de ces formations politiques qui se rendent au niveau de la Commission électorale nationale autonome, il y a 2 ou 3 formations politiques qui ont déjà rendu public leur liste de positionnement dans l'Atlantique et le littoral. Nous avons l'Union progressiste et le Bloc républicain. Il y a également quelques candidats dont on entend parler les noms au niveau de FCBE. Est-ce que dans votre circonscription électorale, est-ce qu'il pourrait y avoir des craintes face aux positionnements qui ont été effectués? Est-ce qu'il peut y avoir des craintes? Écoutez, vous savez que l'Union progressiste est le plus grand parti politique du Bénin aujourd'hui. C'est la plus grande formation politique en termes de représentativité au niveau du Parlement. D'accord? Donc ça veut dire que nous avons quand même une expérience du terrain. Et aujourd'hui, c'est ça qui justifie d'ailleurs le fait que l'Union progressiste a pu très vite déposer sa liste et a reçu très vite aussi la correction de la part donc, de la Sénat et a procédé rapidement aussi à ces corrections. Bon, les listes vont sortir, on attend la liste des autres formations politiques qui est sûre. Nous allons faire une élection. Pour moi, les élections, c'est une fête en fait. C'est une fête. C'est une manière, c'est vrai, d'élire les représentants à la base, mais c'est également la fête. Nous espérons bien que le coronavirus va nous laisser aller faire ces élections le 17 mai. Aller faire cette fête-là. Cette fête-là, le 17 mai, c'est vrai, en tant qu'acteur de santé publique, je doute déjà fort que ça va être très difficile, que vu le contexte actuel de la crise sanitaire mondiale, que le 17 mai soit vraiment, ça je le dis, pas en tant que, je le dis en tant que santé publique, en tant qu'acteur donc de santé, que je ne sais pas si en 1 mois et demi, les états-majors peuvent vraiment être sûrs qu'on peut aller à ces élections. Mais toujours est-il que quelle que soit la date que le gouvernement va retenir pour qu'on puisse organiser cette élection, si quand bien même le corps électoral a été convoqué pour le 17, quelle que soit la date, je pense que les candidats de l'Union progressiste sont déjà très prêts pour faire cette compétition. Avant d'aborder le cas Luc Setondia-Tropo, qui est positionné dans le 13e arrondissement de Cotonou, dites-nous, au niveau de l'Union progressiste, est-ce que l'avènement de Force Corée pour un Bénin émergent, dont le leader charismatique est l'ancien président Touma Boniaï, est-ce que son avènement fort probable dans cette compétition électorale, ne vous inquiète pas, ne vous amène pas à vous prendre beaucoup plus au sérieux? Je pense qu'on ne peut pas comparer l'Union progressiste aux Forces Corée pour un Bénin émergent. Parce que quand nous disons l'Union progressiste, c'est un conglomérat de plusieurs formations politiques, y compris même des anciens FCBE. Vous voyez, l'Union progressiste comporte des centaines donc, de formations politiques qui sont mis ensemble pour former ce grand rassemblement. Mais quand on sait que le FCBE aussi, au départ, était une alliance de partis politiques, et qu'elle jouit de l'aura d'un ancien président qui a fui à faire 10 ans au pouvoir... Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Je dis aujourd'hui, quand nous prenons les différentes formations politiques, FCBE d'hier n'est plus le FCBE d'aujourd'hui, dans la mesure où il y a déjà pas mal de candidats, de militants FCBE d'hier qui se retrouvent à la fois au niveau donc, des blocs républicains et qui se retrouvent à la fois au niveau donc, de l'Union progressiste. Donc les FCBE d'aujourd'hui constituent donc, pour moi, c'est un parti, un maillon qu'on ne peut pas comparer aux 2 grandes formations politiques qu'est le BR, le bloc républicain et l'Union progressiste. Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Deuxième chose, même en temps normal, que le président Boniaï, quand on allait aux élections, FCBE ne faisait pas peur. C'est vrai, c'était un parti au pouvoir. Mais les partis de l'opposition avaient toujours leur mot à dire. Aujourd'hui, quand vous regardez la configuration nationale du pays, vous allez voir que les 2 grandes formations politiques que nous avons aujourd'hui, c'est l'Union progressiste et le Bloc républicain. Pourquoi? Parce que c'est des formations qui sont retrouvées, qui sont formées au lendemain d'un congrès où c'est plusieurs formations politiques qui sont mises ensemble. Il y a les autres formations qui sont dedans. Donc les hommes forts des autres formations politiques se retrouvent à l'intérieur de ces 2 formations politiques. Et je pense que la bataille aujourd'hui va se situer beaucoup plus au niveau de ces 2 formations politiques qui, en réalité, sont des formations que les gens pensent que nous sommes des amis frères, mais en réalité, la bataille se trouve à ce niveau. Alors la bataille se trouve effectivement entre le BA et l'UP, comme vous le dites tout à l'heure, si je dois rester dans votre philosophie. Est-ce que le positionnement effectué par le BR ne vous inquiète pas à Cotonou? Ça ne peut pas nous inquiéter dans la mesure où nous sommes déjà allés aux élections avec le BR à Cotonou et nous savons que l'UP a été gagnant à Cotonou. Et quand on regarde aujourd'hui, vous allez voir que l'UP reste toujours encore la force politique dominante dans la ville de Cotonou, et en particulier dans la 15e circonscription électorale. Moi, je suis de la 15e circonscription électorale. Bon,
je préfère attendre les élections et vous allez voir les résultats. Okay, mais il n'y a pas un adversaire qui nous inquiète dans la 15e circonscription électorale. Alors, dernière ou avant-dernière question pour clore cet entretien. Dites-nous, Luc Setondia-Troppo, il est annoncé pour ces élections communales, il est positionné dans le 13e arrondissement de Cotonou. Est-ce que vous pouvez nous vanter l'opportunité de cette candidature à Cotonou? L'opportunité, c'est un citoyen béninois, Luc Troppo. Il est maire de la ville de Boycon, président de l'Association nationale des communes du Bénin. Oui, il est maire de la ville de Boycon. Il a souhaité. Il est positionné dans le 13e arrondissement et il ne sera pas positionné pour être conseiller lambda. Il faut probablement qu'il y ait des ambitions pour que l'Union progressiste puisse en faire un maire. Est-ce que vous voulez dire indirectement que vous voulez faire utilisation de son palmarès pour donner une bonne attractivité à la ville de Cotonou et Luc Troppo a une expérience politique. Luc Troppo a une expérience managériale au niveau donc des municipalités, en particulier la municipalité de Boycon. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Mais Luc Troppo, c'est un citoyen béninois. Luc Troppo vit à Cotonou. C'est vrai, il a une résidence à Boycon, mais il a encore une résidence à Cotonou. Et s'il décide, en son âme et conscience, qu'il est mieux pour lui aujourd'hui de faire son expérience ailleurs, en tant que militant de l'Union progressiste, c'est normal que nous, vu ses compétences, vu ses qualités d'homme, nous pensons que nous, c'est une chance pour l'Union progressiste de positionner un tel candidat. S'il advenait qu'il soit candidat, qu'il soit conseiller municipal pour la ville de Cotonou, oui, le parti va en décider. Si c'est lui qu'on va apporter au perchoir, si nous avons la majorité au niveau donc de l'exécutif, donc au niveau donc des conseillers, les 49 conseillers donc de la ville de Cotonou, si c'est lui que le parti décide, le parti on va entériner, on va le choisir. De toutes les façons, l'Union progressiste a plusieurs candidats et ce qui est sûr, Luc Troppo n'en fait pas moins un vrai candidat pour l'Union progressiste. Et nous pensons que c'est un candidat de taille et nous sommes très heureux de l'avoir à Cotonou, de l'accueillir, nous qui sommes à Cotonou, de l'accueillir et qui vient faire son expérience à Cotonou. Alors, quelles sont, pour finir, vos espérances pour ce scrutin du 17 mai prochain, s'il est vrai que ce scrutin se tienne véritablement le 17 mai? Moi, je voudrais que le scrutin se passe dans de très bonnes conditions, que toutes ces formations politiques, les 8 là d'ailleurs, mon souhait c'est que les 8 soient acceptés déjà au niveau de la Sénat, de manière à ce que nous ayons vraiment une très bonne compétition, d'accord, une élection totalement inclusive avec ces 8 formations politiques et que nous puissions oublier donc ce qui s'est passé lors des élections législatives passées et que bon voilà, que les prochains conseillers qui vont être élire, qu'on va élire, et que ces conseillers soient quand même des hommes capables donc de faire la gouvernance à la base comme nous l'avons souhaité et comme le souhaite également le chef de l'État. Comme le souhaite également le chef de l'État. Alors, chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que Badirou Aguemo, à l'entame de cet entretien, a évoqué le fait que le coronavirus est un drame et qui dispose d'une durée d'incubation très réduite et tue très rapidement. Il salue l'esprit d'anticipation du gouvernement face à cette pandémie qui sévit un peu partout dans le monde. Il prédit qu'après la crise sanitaire, il aura une crise économique probable en Afrique. La quarantaine effectuée par les voyageurs, pour lui, les voyageurs comprennent l'enjeu de cette quarantaine car elle permet d'éviter les cas importés. En ce qui concerne les 8 villes qui seront isolées, il a salué l'initiative et invite les populations au respect strict des mesures prises par le gouvernement. Il a informé les uns les autres sur cette émission que, en ce qui concerne les voyages, par exemple, de Cotonou pour Porto Novo, il n'y aura que 2 personnes qui seront autorisées. Il a rappelé que les Béninois, les Africains et les Européens n'ont pas le même mode de vie. Badirou Aguemo invite les populations à la prise de conscience pour endiguer le mal et pour empêcher toute propagation du Covid-19 au Bénin. Il a rappelé également que les masques, c'est pour filtrer les bactéries et a rappelé l'utilité, la nécessité du port de masques. Il a invité ses citoyens, ses concitoyens béninois à laver régulièrement les mains et à pratiquer la distanciation. Il les invite à appeler les différents numéros mis en place par le gouvernement en cas de détection de cas suspects de personnes infectées par le Covid-19. Badirou Aguemo, en ce qui concerne la première manche de cette émission, a rappelé et a insisté sur le fait qu'il faut que l'on trouve très vite le vaccin contre le Covid-19. En ce qui concerne la seconde manche, celle liée à la politique, il a rappelé que c'est une première expérimentation de l'organisation d'élections municipales à caractère national au Bénin. Il a avoué que les différents partis politiques
estime que l'élaboration des dossiers est fastidieux. L'Union progressiste pour Badirou Aguemoué est la grande formation politique au Bénin. Et d'ailleurs, c'est la formation politique la plus représentée au niveau de l'Assemblée nationale. Pour lui, les élections sont une période de fête. Et donc, celles du 17 mai prochain seront une occasion de fête et de bonne ambiance. Il émet des doutes sur la tenue effective du scrutin du 17 mai prochain à la bonne date face aux enjeux émis par la pandémie du Covid-19. Il a rappelé pour lui qu'on ne peut pas comparer l'Union progressiste et Force Kouri pour un Bénin émergent. Il insiste sur le fait que l'Union progressiste a toujours été gagnante et elle sera toujours gagnante en ce qui concerne les élections. En ce qui concerne le positionnement de Luc Setondia-Tropo, il a rappelé que Luc Setondia-Tropo a une expérience politique et managériale dans la gestion des communes. Il vit à Cotonou. Il est une chance pour l'Union progressiste et qu'ils seront très heureux de l'accueillir et de l'accompagner afin de faire triompher l'Union progressiste au soir des élections communales et locales du 17 mai prochain. J'espère que j'ai été fidèle à vos différents propos. Merci de nous avoir été dans nos studios. Merci beaucoup, Kader. J'espère que vous serez encore disponible pour une autre fois. À tout moment. Merci à vous, Badirou Aguemoué. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, député de la 15e circonscription électorale, membre du bureau politique de l'Union progressiste, membre de la Haute Cour de justice, chef de département de santé publique de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Merci une fois encore, chers amis internautes. C'est tout pour l'invité de ce jour. Merci pour l'attention et à dimanche prochain pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et agréable journée dominicale à toutes et à tous.